À l'écoute de la Voix de Sion, l'émission de l'OSM. Amis auditeurs de la Fréquence Juive de Marseille, bonjour et shalom à tous. Vous êtes à l'écoute de la Voix de Sion, l'émission de l'OSM, l'Organisation sioniste mondiale, et de la Fédération sioniste, comme tous les jeudis entre 17 et 18 heures pour vous accompagner et échanger sur l'actualité israélienne et aussi l'activité du monde sioniste. Alors, aujourd'hui, nous allons ouvrir notre émission en première partie avec un petit peu un melting pot de tout ce qui concerne de près ou de loin le monde juif et le monde israélien. Et pour commencer, cette information qui a été donc concrétisée, on va dire ça comme ça, depuis mardi maintenant. Sur cette antenne et dans cette émission, nous avons très longuement parlé du Congrès sioniste. La semaine dernière encore, nous avons évoqué, on va dire, les turbulences des échanges et des négociations à plusieurs niveaux concernant la répartition de certaines commissions, de certains départements, comme on le dit, et surtout la grande discussion concernant la présidence mondiale de cette instance si particulière qui rassemble le monde juif et sioniste à travers différents pays et avec également une représentation forte israélienne des délégués des députés de la Knesset. Donc, le Congrès sioniste, en définitive, a réussi à accoucher de quelque chose de, je pense, à nos yeux en tous les cas, très très intéressant et très apaisant, puisque il a clôturé sa rencontre avec l'élection à une écrasante majorité à la tête de l'Organisation sioniste mondiale de M. Yaakov Agoel, qui était lui-même président en exercice depuis les dernières élections, donc qui a été reconduit, et du rabbin Doron Peretz, avec qui il va donc partager cette mandature. Je vous rappelle, normalement, c'est 2 ans chacun, puis pour avoir le mandat, la délégation est de 4 années. À la fin d'une campagne électorale qui a duré environ 1 an dans le monde et en Israël en particulier, la direction de l'Organisation sioniste mondiale a donc été élue par une large majorité de 480 voix pour, 14 contre et 5 abstentions. Yaakov Agoel et le rabbin Doron Peretz ont donc été élus à la présidence de cette instance, et le docteur Yitzhak a été élu comme adjoint et chef de cabinet. Qui est le rabbin Doron Peretz? Doron Peretz, il a 55 ans, il est né en Afrique du Sud, il est le président du mouvement mondial Mizrahi, le mouvement sioniste religieux. Il est membre du conseil d'administration de l'OSM. Il est chef de la délégation des services spirituels dans la diaspora et membre du conseil d'administration de l'Agence juive. Donc il est complètement impliqué et immergé dans le quotidien de cette instance. À titre personnel et familial, il a perdu son fils, héros d'Israël, le capitaine Daniel Peretz. On en a parlé souvent, ce garçon qui était piégé dans son tank et qui a voulu aider ses collègues, c'est les soldats qui étaient avec lui, et qui malheureusement a perdu la vie lors de cette dernière guerre, lorsqu'il a été également enlevé à Gaza. Son corps a été ramené et inhumé ces dernières semaines. Yaakov Agoel, lui, est âgé de 54 ans. Il est né en Israël. Il était donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le président sortant, et avant cela, il était vice-président de l'exécutif sioniste mondial et chef du département pour Israël et la lutte contre l'antisémitisme. Il a été le président mondial du mouvement de jeunesse Beta et également président par intérim de l'Agence juive entre 2021 et 2022. Les élections pour les institutions nationales ont emporté un nombre record de votes avec environ 265 000 votants juifs exprimant leur engagement pour l'avenir du peuple juif, pour l'État d'Israël et pour le renforcement des liens intercommunautaires dans la diaspora.
Le Congrès sioniste mondial est considéré comme l'institution suprême de l'organisation sioniste mondiale en termes de législation et de prise de décision. Une sorte de législature juive mondiale, comme je l'ai toujours dit, qui constitue la scène centrale pour déterminer la politique du mouvement, renforcer les liens entre Israël et la diaspora et promouvoir les valeurs du sionisme au XXIe siècle. Voilà donc pour cette première partie. Aujourd'hui, nous devrions avoir, dans la deuxième partie d'émission, une personnalité connue en France et à Marseille également, le directeur du département de l'expérience israélienne, qui va nous parler d'un rendez-vous maintenant habituel et destiné à la population lycéenne, qui est l'organisation du programme Blanc-Bleu. Nous reviendrons avec lui si nous arrivons à avoir la connexion et parler avec lui de ce programme-là qui a fait plusieurs milliers de participants depuis ces dernières années. On va passer aussi à autre chose maintenant, puisque mardi, vous avez pu vous en apercevoir, vous qui suivez l'actualité. Le président français a eu la mauvaise idée de recevoir Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas, qui est le président de l'autorité palestinienne, qui est celui qui a soutenu une thèse pour dire que la Shoah n'a pas existé. Et donc, le président français a trouvé intelligent de recevoir cette personnalité pour un petit peu ne pas perdre sa propre place dans l'échiquier des négociations, des prochaines négociations avec la reconstruction de Gaza, ou en tous les cas la reconstruction de cette partie du monde. Et bien sûr, cette visite n'a pas été appréciée par l'établissement politique israélien, ce qui a fait donc l'objet d'un communiqué de presse de l'ambassade d'Israël à Paris qui mérite que nous d'en prendre connaissance pour ceux qui ne l'ont pas encore eu. La visite de Mahmoud Abbas au Palais d'Élysée et à l'Assemblée nationale. Mahmoud Abbas, mardi 11 novembre, manipule une fois de plus la France, tout en bénéficiant d'un accueil triomphal. Abbas, négationniste de la Shoah, dont le cote de popularité est aujourd'hui inférieur à 15% dans le monde arabe, et qui occupe le poste de président depuis plus de 20 ans. Il a été reçu en grande pompe par le président Macron et d'autres personnalités de haut rang. Il s'agit là d'une nouvelle tentative de manipulation de l'opinion publique française sans aucune action concrète et qui lui profite pleinement. C'est bien entendu, je répète, le terme du communiqué de l'ambassade d'Israël en France. L'autorité palestinienne a eu de nombreuses occasions de promouvoir la paix et a choisi de rejeter toutes les opportunités offertes par Israël et les États-Unis pour mettre fin au conflit israélo-palestinien et créer un État palestinien. Cette même autorité, dirigée par Abbas, n'a rien fait pour mettre en œuvre les réformes auxquelles elle s'était engagée suite à la reconnaissance inconditionnelle et unilatérale d'un État palestinien. Cela n'empêche pas Abbas de continuer à manipuler la France et l'Union européenne. L'autorité palestinienne, sous la direction d'Abbas, reçoit des milliards d'euros de la France et d'autres pays européens. Ces fonds servent à financer le train de vie fastueux de l'autorité palestinienne et de son président et de d'autres dirigeants non élus, ainsi qu'à rémunérer, il ne faut pas l'oublier, les terroristes selon le principe du pay to slay. Ce mécanisme récemment réformé pour tromper la France et le monde occidental continue malgré tout de financer des terroristes, des meurtriers et des violeurs. Selon un calcul odieux et cynique, plus le nombre d'Israéliens tués est élevé, plus la somme versée aux terroristes ou à sa famille est importante. Au lieu de prendre des mesures concrètes pour instaurer la confiance entre les dirigeants israéliens et français, suite à la reconnaissance inconditionnelle et unilatérale d'un État palestinien, la France renforce son soutien à Abbas, se marginalisant ainsi dans la recherche d'une solution pour l'avenir du Moyen-Orient. Persister dans cette voie condamnera la France à un rôle insignifiant dans la région. Et malheureusement, le président français n'a pas compris cette erreur de stratégie et persiste à s'entêter à vouloir jouer un rôle en parallèle de ce qui se passe aujourd'hui en Israël, notamment avec
les négociations et les discussions pour la deuxième partie du plan du cessez-le-feu suite à la guerre à Gaza et la reconstruction de cette région-là. Voilà donc pour cette deuxième information. Et puisqu'on parle de Gaza, je rappelle toujours les fameux, certainement vous êtes au courant, dans son périple, l'armée israélienne a piégé, ou a bloqué, on va dire comme ça, 200 terroristes du Hamas qui sont actuellement enfermés dans un tunnel à Rafah et pour lesquels ces 200 terroristes font partie de ceux qui ont tué lors d'un attentat des soldats israéliens. Et malgré l'intervention des États-Unis et de son représentant, M. Kushner, Israël s'entête à libérer ces terroristes-là, ou en tous les cas pour les armées israéliennes, en disant ils vont un petit peu apprécier et comprendre comment nos citoyens israéliens ont pendant 2 années et plus encore souffert de cette vie sous terre. Malgré cela, on va aujourd'hui quand même... Alors, on dit que la négociation porte sur le fait de libérer ces terroristes contre la dépouille de Hadar Goldin. Or, c'est faux puisque la dépouille de Goldin était intégrée dans la discussion lorsqu'il y a eu la libération des otages vivants et des dépouilles des otages décédés. Voilà encore quelque chose à maturer et à réfléchir là-dessus. Une autre information aussi concernant Israël, c'est celle puisqu'on parle de communication, de la fermeture, en tous les cas un projet qui a bien avancé. Il y a une station de radio mythique en Israël, c'est Galei Tzahal, la station initialement de l'armée israélienne, et qui était créée à la base lors de la création de l'État pour être un moyen d'échange et de communication entre les soldats et leurs familles. Et malheureusement, au fil du temps, cette antenne s'est politisée. On lui reproche notamment d'avoir été un petit peu trop engagé sur le plan politique, et ces éditorialistes ont plutôt découragé plutôt que soutenir le moral des troupes pendant ces derniers mois. Et donc il y a véritablement une vraie polémique là-dessus qui va entraîner la dissolution ou la fermeture de cette station, ou en tous les cas de la reconsidérer. Voilà pour ça, donc voilà pour ce tour d'horizon israélien. On va revenir un petit peu, maintenant on va passer sans transition, sur un autre aspect. On s'est tous émus, ou en tous les cas on a été interpellés par l'élection aux États-Unis du maire que j'appellerais ultra-gauche, M. Mamdani, et de tout ce que cette élection peut entraîner pour la première communauté juive en diaspora. Les Juifs de New York sont ceux qui, en nombre, la communauté la plus importante. Et à ce propos-là, d'ailleurs, je vais vous faire partager une analyse de Guy Goldstein qui en dit long sur la stratégie, sur la façon de faire dans la communication de certaines structures politico-sociétales. Alors voilà ce qu'on peut s'imaginer avec ce n'est donc cette analyse qui est, je répète, de Guy Goldstein. Suite à cette élection du maire de New York, on a l'impression que la peur se propage au sein de la communauté juive de New York, une peur viscérale. En fait, un socialiste musulman élu à la tête de la ville qui incarne toujours et autrefois la sécurité des Juifs de la diaspora. Depuis des semaines, dans ces milieux juifs, on murmure la même question: qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? On s'attend à une confrontation, on imagine des boycotts, des purges publiques et un maire qui osera enfin dire tout haut ce que la gauche militante n'a fait qu'insinuer pendant des années.
se prépare à un effondrement soudain, à un ennemi visible et à la levée des tabous. Et selon ce chroniqueur, ce n'est pas tout à fait ce qui risque d'arriver. Ce qui va arriver ne ressemblera pas du tout à une attaque, ce sera plutôt une étreinte lente et suffocante. Ce sera plutôt un Zohran Mamdani qui n'aura pas besoin de persécuter les Juifs pour redéfinir leur place à New York. Il lui suffit de les apaiser. Il le fera avec ouverture, courtoisie et charme. Après l'hystérie qui suivra son élection, le moindre geste de bienveillance apparaîtra donc comme une bénédiction. Et ce schéma-là, d'ailleurs, on va le retrouver y compris en Europe et en France. Un coup de fil poli à un rabbin, une visite à un mémorial de la Shoah, un message sur les réseaux sociaux condamnant l'antisémitisme. Et la ville poussera enfin un soupir de soulagement, elle se croira épargnée, et dans ce calme, le véritable projet pourra enfin commencer. Mamdani est, rappelons-le, issu d'un monde militant, où la question morale est le véritable champ de bataille. Il sait que la victoire ne consiste pas à anéantir ses adversaires, mais à les redéfinir. Son premier mandat ne sera pas axé sur la confrontation, mais sur la légitimité. Il se présentera comme le maire de l'inclusion, un homme empathique et rassembleur. Il lancera des groupes de travail et des tables rondes sur la haine et la diversité, à l'image d'une mosaïque civique idéale. L'Anti-Defamation League américaine et le Jewish Committee seront même invités, encensés et placés aux côtés de G Street, ce fameux groupe de pression ultra-gauche qui nous dessert plus qu'il nous rend service. Du Conseil des relations américano-islamiques, des rabbins progressistes, de militants étudiants et de coalitions interreligieuses. Cela ressemblera à un partenariat, mais en réalité, ça sera une rétrogradation. À mesure que les débats passent de l'antisémitisme à toutes les formes de haine, la vulnérabilité juive se fond dans un vocabulaire moral universel qui ne reconnaît plus sa spécificité. Lorsque les organisations juives s'y opposeront, elles seront perçues comme repliées sur elles-mêmes, incapables d'évoluer avec la conscience progressiste de la ville. Et une fois le langage de l'exclusion remplacé par celui de l'égalité, les Juifs auront perdu la capacité de définir leur propre oppression. Cette stratégie n'est pas nouvelle. Le groupe de travail national sur l'antisémitisme de l'administration du président américain Joe Biden l'a déjà perfectionné. La Ligue anti-diffamation et d'autres institutions juives avaient été invitées à participer, mais entourées d'organisations qui rejettent les définitions juives de l'antisémitisme. Présentée comme une mesure de diversité, elle n'a fait que diluer le problème. Les mises en garde contre l'antisémitisme déguisé en antisionisme ont été absorbées par de vastes débats sur la haine systémique. Mamdani reproduira ce modèle à New York et le présentera comme une forme de justice. Il s'entourera également de ses propres bons juifs, des jeunes militants éloquents qui rejettent le lien entre identité juive et État d'Israël. Ils seront érigés en symboles de modernité et de vertu. Ils apparaîtront à ses côtés lors des événements au sein de groupes de travail et de séances photos. Ils insisteront sur le fait que la sécurité des Juifs ne dépend pas d'Israël, que le sionisme n'est pas essentiel à l'identité juive, et ils aideront Mamdani à se présenter comme un ami des Juifs tout en démantelant les fondements moraux qui les ont soutenus. Ce schéma n'est pas nouveau, chaque génération du pouvoir anti-juif a trouvé ses complices juifs. Les tsars avaient leurs courtisans, les soviétiques, leur Yevskiya. L'Occident, ses activistes intersectionnels. Ils sont toujours persuadés de sauver le judaïsme de lui-même. En France aussi, nous l'avons vu lors des différentes manifestations des partis de l'ultra-gauche avec certaines organisations pseudo-juives ou pseudo-communautaires juives. Mamdani ne réduira pas les juifs au silence, il les désignera comme ses représentants. Sa politique suivra le même schéma bienveillant. Les jumelages avec Israël ne seront pas rompus, mais réévalués afin d'assurer un équilibre. Ça nous dit quelque chose, nous les Marseillais, après ce que nous avons entendu au niveau de la municipalité. Les programmes éducatifs ne dénonceront pas le sionisme, mais élargiront les perspectives. Des subventions municipales seront octroyées à des ONG qui prennent la paix, tout en enseignant que l'appartenance à la nation juive est synonyme d'oppression. Chaque décision semblera juste, chaque mesure paraîtra morale, et ensemble, elles remplaceront la sécurité juive d'après-guerre par une culpabilité postcoloniale. Ça ressemble en tout point à ce qu'aujourd'hui, peut-être d'une façon un peu plus timide, nous vivons en France avec certaines mairies dont les
de couleur écologiste, LFI, de gauche ultra, etc. Et on le voit, que ce soit à Strasbourg, que ce soit à Lyon, que ce soit à Grenoble, et bientôt à Marseille, mais également à Marseille aussi, puisque ce que ce monsieur, dans son éditorial, nous a fait partager, nous avons entendu à Marseille le jumelage avec une ville palestinienne de la ville de Marseille. Nous avons entendu à Marseille les subventions pour Gaza, parce que nous avons entendu aujourd'hui le martèlement de la notion de génocide qui commence à devenir presque banal. Et bien que nous nous y opposons et bien que nous nous heurtons à tout cela, ça continue, ça continuera. Voilà, chers amis, pour cette première partie d'émission. Nous allons nous retrouver dans quelques minutes après une pause musicale et j'espère que dans l'intervalle, notre invité aura pu nous rejoindre. À tout à l'heure et bonne écoute musicale. ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני ומלכי אם לא נזכרכי אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני ומלכי אם לא אזכרכי Retrouvez la deuxième partie de À l'écoute de la Voix de Sion, l'émission de l'OSM. Voilà, nous nous retrouvons donc pour cette deuxième partie de l'émission La Voix de Sion et nous avons le plaisir d'accueillir quelqu'un. Je crois qu'à Marseille on le connaît et en plus, mais on le connaît, mais souvent il y a une confusion avec son homonyme, un homonyme nom et prénom.
Je veux parler de Daniel Benaïm, le directeur en Israël de l'organisation Havaya Israeli, va nous dire qu'est-ce que c'est exactement. Et surtout que Daniel Benaïm a été pendant quelques années directeur de l'agence juive en France. Et aujourd'hui, à ne pas confondre avec Daniel Benaïm, le délégué du mouvement de jeunesse Abonim Dror, qui est actuellement sur Marseille. Daniel, bonjour. Bonjour, shalom Eli et shalom à tous les auditeurs de Marseille et à la radio. Voilà, c'est un plaisir de te recevoir et de te retrouver sur cette fréquence juive. Nous allons donc aborder ensemble un programme qui existe maintenant depuis un certain nombre d'années, c'est ce qu'on appelle le bac blanc-bleu. Mais en préalable, dis-nous qu'est-ce que c'est, quel est l'objectif de la Havaya Israeli que tu diriges? Donc, je suis directeur général adjoint. La Havaya Israeli est une filiale de l'agence juive en charge de programmes éducatifs. Donc globalement, notre mission, c'est à travers des programmes de voyage éducatif, de renforcer l'identité juive, l'identité sioniste et le lien avec Israël. Donc on a une panoplie en fait de programmes que l'on propose aussi bien aux écoles qu'aux mouvements de jeunesse, qu'aux communautés organisées, aux mouvements étudiants, et qui permettent soit à travers des voyages en Israël, soit à travers des voyages sur les traces de l'histoire des communautés juives en Europe, de renforcer finalement le lien de chaque participant avec ses racines, avec son histoire, avec son peuple, et de construire un futur meilleur pour tout le monde. Voilà. Une agence de voyage pédagogique, quoi. En même temps, enracinée dans notre tradition et dans notre histoire. Oui, on peut voir ça comme ça, effectivement. En fait, depuis très tôt, depuis le début du mouvement sioniste, puisqu'on est dans la voie de Sion, depuis le début du mouvement sioniste, tout de suite après la création de l'État d'Israël, les organisations sionistes ont considéré qu'il était nécessaire de maintenir un lien permanent avec les communautés juives, entre autres à travers les visites d'Israël. Alors, on peut voir ça avec un objectif d'alliance. Certes, ça fait aussi partie, mais pas seulement. C'est-à-dire que l'idée était de dire que un jeune qui vit à Marseille et qui décide par exemple d'étudier à l'université à Marseille, c'est important qu'il ait un lien fort avec Israël. Et c'est vraiment que la Havaya Israeli existe depuis 1958 pour te montrer que c'était vraiment directement dans les gènes premiers tout de suite après la création d'Israël, de dire comment on maintient ce lien vivant. Et on s'est rendu compte ces dernières années que c'est vraiment indispensable. C'est pas nous qui dirons le contraire. Là. D'ailleurs, ça me vient de te poser, de partager avec toi cette information qu'on a vue, qu'on en a évoqué la semaine dernière déjà, concernant le ministère de l'Éducation nationale en Israël qui se lance d'une façon intense, on veut dire, sur un programme intitulé Shorashim pour sensibiliser encore plus la population scolaire et les enseignants à toute l'histoire à travers le Tanakh, à travers toute la Bible et l'histoire du judaïsme à travers la Bible, qui apparemment semblait être un petit peu effritée ces dernières années dans la façon d'enseigner. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Mais... Oui, tout à fait. En fait, on dit qu'aujourd'hui, le Tanakh, la Bible, qui est finalement qui incarne nos racines, n'était plus ou mal enseigné dans certains systèmes éducatifs en Israël, contrairement d'ailleurs aux pères fondateurs. On sait, ce n'est pas une légende, c'est une réalité que par exemple David Ben Gurion, Premier ministre de l'État d'Israël, était un féru de Bible, de Tanakh, de sa connaissance et de son enseignement. Et donc il y a une volonté aujourd'hui, c'est le nom du programme, d'un retour aux sources. Shorashim, c'est les sources, c'est les racines. Et il y a une volonté de faire en sorte que les élèves en Israël puissent, dans le cadre de leur enseignement, avoir une maîtrise plus importante du Tanakh. Absolument. Bien, ce qui nous amène donc à faire le lien avec l'objet de notre rencontre aujourd'hui, le bac blanc-bleu. Alors, quand on est parent d'élèves, quand on a eu des enfants dans les réseaux scolaires éducatifs juifs, à un moment donné du parcours de nos enfants, on a tous été plus ou moins sollicités pour savoir si papa, on peut aller participer au programme bac blanc-bleu. Et pour ce qui me concerne, ça a été chaque fois efficace, ça fait mouche, puisque l'ensemble de nos enfants ont continué leur scolarité et leurs études universitaires en Israël. Qu'est-ce que le bac blanc-bleu? Quelle est cette initiative? Pourquoi cette initiative?
Alors le bac bleu-blanc en fait a été créé il y a 22 ans, en septembre 2003, et je dirais qu'il avait pour objectif premier, et la plupart de ces objectifs sont restés les mêmes au fil des années, mais en tout cas je dirais l'objectif principal était de faire en sorte que chaque élève qui étudie à l'école juive en France ait un rendez-vous pédagogique avec Israël inscrit dans son programme. C'est-à-dire qu'à l'époque, si on retourne 25 ans en arrière, il y a certaines écoles qui avaient l'habitude de partir en Israël, une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans, mais elles étaient minoritaires. C'était pas quelque chose qui était le fruit de l'ensemble des écoles. Et ce que nous avions souhaité à l'époque, c'est de faire en sorte qu'un élève, au moins une fois dans sa scolarité, puisse partir en Israël. Alors c'est vrai que dans les écoles, par exemple à Marseille, il y avait déjà une tradition qui existait, et puis dans les écoles juives à Marseille, on va même plus qu'une fois dans le cadre de la scolarité en Israël. Mais le bac bleu-blanc, il a une dimension communautaire aussi très importante, parce que c'est un programme qui réunit des élèves de terminale de près de 25 écoles juives en France, aussi bien de Strasbourg, Toulouse, Marseille, Nice, Paris, la région parisienne, et qui viennent en Israël la même semaine, sur un temps scolaire, c'est-à-dire que l'école dégage une semaine sur le temps scolaire pour permettre à ce projet d'avoir lieu, puisque c'est un projet éducatif, il n'a pas lieu sur le temps des congés scolaires, mais sur le temps scolaire, et ces élèves se retrouvent la même semaine, tous réunis en Israël. Alors chaque établissement suit son propre parcours, son propre programme, qui est construit en tenant compte des sensibilités de chaque école, mais au-delà du programme particulier à chaque école, il y a 2 grands moments qui réunissent l'ensemble des écoles. Et au niveau identitaire, de voir près de 1050 élèves qui seront réunis cette année, la semaine de Hanouka en Israël, réunis à Jérusalem, ce sont des moments qui sont très 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 forts et qui marquent à vie tous ces jeunes qui vont y prendre part. Alors ça c'était juste on va dire la présentation générale, et puis après à l'intérieur de ça il y a 2 ou 3 on va dire sous-objectifs qui sont pas moins importants. Le premier, on en a parlé précédemment, c'est de faire en sorte que un élève qui va quitter l'école juive ait créé et développé un lien fort avec Israël. Alors les écoles travaillent sur ça tout au long de la scolarité, et le voyage du bac bleu-blanc vient finalement concrétiser les enseignements théoriques avec une visite pratique. Le deuxième objectif, je dirais, c'est de présenter à ces élèves qui sont en terminale les possibilités d'études supérieures en Israël, pour qu'ils puissent aussi réfléchir peut-être à un avenir en Israël. On a une statistique sur ce dernier point, à savoir est-ce qu'on a pu quantifier le retour sur investissement de cette population estudiantine qui a décidé, alors que peut-être rien ne l'a préposé, ou peut-être d'une façon lointaine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait là-dessus pour savoir si... Alors, on sait, alors d'abord, ce que nous disent souvent les directions d'école, c'est qu'il faut toujours se projeter à peu près sur 5 ans, c'est-à-dire qu'il y a une partie des élèves, par exemple, si on prend le bac 2024, donc le bac 2025, juin de cette année, on sait qu'il y a eu une augmentation sensible dans la plupart des établissements, c'est le cas aussi à Marseille, du nombre de bacheliers qui directement après le bac sont partis en Israël. Mais de façon générale, les écoles nous indiquent qu'il faut se projeter sur une durée de 5 ans, parce que certains élèves vont le faire directement après le bac, certains le font après une licence, d'autres après une maîtrise, mais globalement on arrive à des pourcentages qui sont assez élevés et qui dépendent des périodes. C'est un peu comme la Aliyah, il y a des vagues plus importantes, des vagues moins importantes, mais on peut parler... l'année dernière, dans certains établissements, on a eu des taux de transformation directe, si on veut parler dans un langage marketing, qui allaient de 30 à 50% d'une promotion. Dans certaines écoles, ça a été jusqu'à 50% de la promotion qui a fait son aliyah au lendemain du bac. Alors, il faut avoir l'honnêteté et l'humilité aussi de dire que le bac bleu-blanc s'inscrit dans un ensemble de facteurs. Alors il y a quelques exceptions peut-être pour lesquelles on va dire c'est le bac bleu-blanc qui a. Mais moi je crois de façon générale qu'on travaille dans un ensemble de processus, aussi bien les mouvements de jeunesse que les communautés, que les écoles, et tout ça finalement fait son travail ensemble. Peut-être aussi un contexte anxiogène pour la France et pour la résurgence avec ces derniers événements et la résurgence de l'antisémitisme de ces derniers mois, qui peut-être aussi est un facteur. On le voit, il n'est pas simple d'être juif dans les universités en France ou ailleurs, même aux États-Unis ou ailleurs, et donc c'est peut-être aussi un facteur déclenchant, non ?
y a évidemment le contexte. C'est pour ça que je parlais précédemment des vagues. C'est-à-dire qu'il y a des années où les chiffres sont plus importants, les années moins. Et il est sûr et certain que on le voit à propos des statistiques, les événements de Simchat Torah d'il y a 2 ans, du 7 octobre, en tout cas auprès de la jeunesse juive française, ont boosté l'envie de partir en Israël, de faire son alia, et je dirais même de faire l'armée. C'est-à-dire qu'il y a une volonté forte. On aurait pu penser même des fois que c'est paradoxal, c'est-à-dire que Israël était, si on veut parler au passé, et puisqu'il y a un cessez-le-feu, en situation de guerre, situation instable, et cela a, auprès de beaucoup de jeunes, non seulement n'a pas effrayé, mais au contraire, a encouragé encore plus, et ça a donné le sentiment que la scène sur laquelle se jouait le présent, mais également le futur du peuple juif, était Israël. Absolument. Alors, dans votre programme, on évoque, d'ailleurs, tu parles du 7 octobre, vous avez intégré dans cette période, dans ce séjour-là, une action solidaire. Comment est-ce qu'elle se concrétise? C'est quoi? On va sur le terrain, alors, on va voir un petit peu. Les élèves, en fait, alors il y a 2 éléments, si on veut parler par rapport à ça. Un premier élément, c'est d'apprendre, c'est-à-dire que ils sont abreuvés d'informations souvent fausses par les différents médias qui composent leur vie, et il va y avoir au niveau pédagogique déjà les explications, comprendre, aller sur les lieux, être en fait, les transformer en témoins de la vérité. Et finalement, si chacun de ces élèves rentre et fait autour de lui de nouveaux cercles de connaissances en diffusant ce qu'ils ont vu, donc petit à petit, c'est comme ça qu'on arrive aussi à rétablir la vérité. Ça, c'est au niveau, je dirais, des connaissances. La deuxième chose, au niveau concret, c'est qu'ils vont participer à des tas d'activités de bénévolat. Chaque école fait pendant ce séjour du bac bleu-blanc entre 20 et 25 d'heures de bénévolat dans différents types d'actions solidaires en Israël. Ça peut être de l'agriculture, ça peut être du social, ça peut être de l'éducatif, et voilà, on construit en fait pour chaque école un parcours d'activités de bénévolat au cours de ces 10 jours. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas seulement en tant que spectateurs, ils ne viennent pas seulement de façon passive, mais ils prennent part aussi activement à la reconstruction d'Israël. Alors, parfait, c'est magnifique. Tout à l'heure, en début de propos, on a évoqué les élèves avec les écoles qui ont souscrit à ce programme, et chaque école a son programme spécifique avec à un moment donné des troncs communs pour certaines actions. Quid des élèves, de 2 choses, des élèves dont les écoles ne participent pas à ça et qui souhaiteraient eux découvrir ce programme du bac bleu-blanc. Y a-t-il une passerelle, il y a quelque chose qui peut les aider? Oui, alors je vais y répondre, mais je tiens quand même à préciser, puisqu'on est quand même sur un deuxième, quoique les écoles du Ganami, de Yavne, Bnei Elazar et l'Ort à Marseille sont les écoles partenaires du bac bleu-blanc. Ah ben, tout le monde est là, cette alors, année. Quoi. Pardon? Tout le monde est là, quoi, j'ai dit. Tous les lycées sont quotidiens. Oui, c'est l'une des beautés aussi de ce projet, et qui est aussi qui est le reflet de la communauté juive française, quelles que soient les idées, quel que soit le courant, il y a quelque chose d'unitaire et qui est très beau. Alors cette année, l'école de l'Ort Marseille ne prend pas part en tant qu'établissement au projet, mais de façon générale, les 4 écoles sont partenaires, et nous avons ouvert la possibilité aux élèves qui étudient dans une école qui n'est pas partenaire du projet, qu'elle soit juive, laïque, publique, privée catholique, peu importe là où vous étudiez, il y a un groupe qui s'appelle le groupe Yachad, donc ensemble, qui permet à des élèves qui sont scolarisés dans des écoles qui ne participent pas au bac bleu-blanc de pouvoir prendre part à ce projet. Concrètement, comment on fait pour se raccrocher à cette initiative? Je suis scolarisé dans un lycée public ou bien dans une école privée qui ne participe pas. Je vais voir l'agent juif, je vais voir quoi? Oui, on peut contacter l'agent juif, les shlichim de l'agent juif, et ils donnent le contact, le lien, etc. On est dans la dernière semaine d'inscription, donc il reste encore globalement une semaine durant laquelle on peut s'inscrire à ce programme. Bien, donc peut-être, donc en fait, s'inscrire, c'est à titre individuel uniquement par le biais soit de l'agent juif ou
plutôt par rapport à son établissement scolaire, si j'ai bien compris la formule. Non, il y a deux possibilités. Vous étudiez dans une école qui participe au Vague Bleu Blanc, donc toute la procédure se fait face à l'école. Vous étudiez pas dans une école qui ne participe pas au Vague Bleu Blanc, qu'elle soit juive, publique ou privée, catholique ou autre d'ailleurs. C'est sur la base d'une inscription individuelle. D'accord. En fait, ce groupe-là est un groupe qui est composé d'éléments qui viennent de façon individuelle. Parfait, merci pour toutes ces explications. Alors j'ai l'habitude, merci donc pour ce programme et bonne chance et plein succès pour cette promotion 2025 du bac bleu-blanc. Je vais profiter, Daniel, que tu sois encore avec nous, comme je le fais souvent avec nos invités, pour avoir un petit peu, comme je dis, la température de ce qui se passe en Israël. Alors, voilà, sans transition aucune, on passe un petit peu à la relation Israël-diaspora. En France, on a eu un sondage qui a été initié par le CRIF et qui parle de la montée de l'antisémitisme, la pérennité, la pérennisation de l'antisémitisme. Et d'ailleurs, il y a un nouveau slogan qui dit n'utilisons plus l'expression antisémitisme, utilisons plutôt l'expression haine du juif. Et est-ce que on l'a évoqué bien sûr tout à l'heure dans notre propos, est-ce qu'en Israël, ceci est ressenti comme un danger extrême, parce que je sais souvent quand on va en Israël, on dit mais qu'est-ce que vous attendez, mais qu'est-ce que vous faites encore là-bas en Europe, dans tel ou tel pays, dans telle ou telle ville, alors que ça devient irrespirable. Est-ce que c'est quelque chose qui est ressenti dans la population israélienne d'une façon aussi importante vis-à-vis des Juifs de la diaspora? Alors, c'est une question qui est très intéressante parce que il y a souvent un fossé d'incompréhension justement entre un Israélien et un Juif qui vit en dehors d'Israël autour de cette question. Souvent, on m'a interpellé en me disant « Oui, je suis parti en Israël et on m'a dit mais qu'est-ce que tu fais encore en France? C'est dangereux, il y a l'antisémitisme et tout, etc. » Et les personnes qui rapportent ces rencontres ont le sentiment quelque part d'être agressés. Et moi, je leur dis souvent, vous savez, les Israéliens, quand ils vous disent ça, ils le disent vraiment du fond du cœur. Ça veut dire « Je me soucie de mon frère ». Oui, et Tachai Anochi Mevakesh, c'est vraiment Achi, j'ai peur pour toi, c'est-à-dire, c'est plutôt dit dans ce sens-là, c'est-à-dire que, vous savez, de loin, pas tous les Israéliens ont la maîtrise de ce qui se passe en dehors d'Israël. Ils ne sont pas tous originaires directement, première ou deuxième génération, d'un pays, d'une référence. Même si tous les Israéliens sont Olim, ou fils de Olim, ou petit-fils de Olim, ou arrière-petit-fils de nouveaux immigrants, des fois, ils ne sont plus connectés aux communautés d'origine. Mais quand ils entendent qu'il y a des événements antisémites, alors ils ont ce sentiment de fraternité, de solidarité, et ils ont envie, je vais vous dire la chose suivante, ils aimeraient voir leurs frères et sœurs à la maison. Et ça, c'est le paradoxe de la peur ou de la crainte. Vous savez, on dit souvent, et c'est vrai, que l'endroit dans lequel il y a eu le plus de Juifs qui ont été tués depuis la Shoah se trouve en Israël. C'est vrai, quand on prend au niveau statistique, il y a beaucoup plus de personnes qui ont été tuées en tant que Juifs en Israël que dans n'importe quel pays au monde, et je dirais même que sur la somme de l'ensemble de tous les pays au monde. Mais il y a quelque chose de particulier dans le sentiment d'être à la maison. Un danger quand on est à la maison n'est pas ressenti de la même façon qu'un danger quand on est en dehors de la maison. Et ça me rappelle en fait une scène qui avait lieu en juillet 2014 pendant l'opération Tzuk Eitan, dans la bande de Gaza. Tzuk Eitan, dont hier officiellement le chef d'état-major, et ça c'est aussi l'actualité israélienne, le chef d'état-major Eyal Zamir a annoncé hier pendant l'enterrement du soldat, de l'officier Hadar Goldin, dont le corps a pu enfin rentrer sur la terre d'Israël après plus de 11 ans, le chef d'état-major de Tzahal a officiellement annoncé la fin de l'opération Tzuk Eitan. Tant que
l'officier Hadar Goldin n'avait pas pu être enterré en Israël, cette opération n'était pas terminée. Et pendant l'opération, il y a un avion de Olim de France qui atterrit en Israël. Alors je vous replonge dans le contexte. Il y a des missiles de partout. On est en juillet 2014, etc. Et il y a les journalistes israéliens qui viennent accueillir l'avion de Olim et qui demandent à un Français qui vient d'atterrir en Israël et qui fait son aliyah, pourquoi tu fais ton aliyah? Et donc, instinctivement, cette personne lui répond, pour vivre en sécurité. Et le journaliste ne sait pas vraiment, il se dit, mais il a perdu la tête, il vient de France, je ne sais pas de quelle ville il venait, il arrive dans un pays sur lequel tombent des missiles du Hamas, et il me répond pour vivre en sécurité. Mais en fait, il y a quelque chose de très profond dans cette réponse, et c'est aussi lié à cette notion d'antisémitisme. C'est que, quand on est victime, et qu'on a l'impression d'être seul dans un endroit qui nous est étranger, alors on ressent une détresse. On peut avoir les plus grandes souffrances, les missiles de l'Iran, les missiles du Hamas, mais qu'on est à la maison, c'est pas le même sentiment d'insécurité. Et c'est autour de ça, en fait, que ce dialogue existe. Et quand les Israéliens disent être inquiets pour leurs frères, pour nos frères qui sont en dehors d'Israël, c'est vraiment par esprit pas par souci et pas par esprit de propagande par rapport à la Aliyah, mais c'est vraiment que de loin, beaucoup d'Israéliens on ressent une certaine peur, une certaine angoisse pour les Juifs à travers le monde face à cette montée de l'antisémitisme ces dernières années. C'est vrai en tous les cas. Moi, je peux en témoigner. C'est exactement l'échange que j'ai eu ces dernières semaines quand j'étais en Israël, en parlant avec les gens dans la rue, quoi, comme on dit, hein, les gens de la rue qui comprennent pas et ils ont rien à vendre, comme il dirait l'autre. Ils comprennent pas que tu es encore à l'extérieur. Pour conclure, merci beaucoup Daniel pour tout cela. Et pour conclure, ce que nous avons évoqué si tu as un avis, bien entendu, on a évoqué ça en début d'émission. Le congrès sioniste s'est donc clôturé avec l'élection de deux présidents, ou en tous les cas d'une présidence partagée entre Yaakov Agoel et le rabbin Doron Peretz. Tu as un avis à donner ou un sentiment à nous donner là-dessus? Le Likoud et le Mizrahi qui vont se partager la présidence de cette noble institution dont je pense toi aussi tu es affilié directement, ou en tous les cas ton département. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que l'organisation sioniste va être dirigée pendant les 5 prochaines années par deux visions juives complémentaires qui s'accordent et qui reflètent vraiment de façon incroyable le judaïsme français dans sa majorité, on va dire, quoi. Complètement. Donc en tout cas de France, on ne peut voir que quelque chose qui est très auquel on peut s'identifier. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui va permettre de continuer à développer l'action sioniste et qui puisqu'on est vraiment dans un cercle local, qui prendra en considération les besoins et les spécificités de la communauté juive française, et ça c'est une très 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 bonne chose. Et si je peux me permettre, Elie, parce que bien sûr, si on surfe sur l'actualité, j'aimerais vous faire part, j'en ai parlé tout à l'heure parce que ça a été un moment quand même extrêmement important de cette semaine. C'est l'enterrement hier de l'officier Hadar Goldin, oui, dont le corps avait été retenu par les terroristes du Hamas depuis plus de 11 ans, de façon tout ce qu'il y a de plus inhumain et contraire en fait à tous les entendements, qu'ils soient religieux, qu'ils soient politiques, qu'ils soient humains, humanistes, etc. Et donc on a d'abord c'était un moment très fort pour la nation, mais c'était également l'occasion de revenir un petit peu sur ce qu'avait réussi à faire en si peu d'années Hadar, parce qu'il n'a malheureusement, sa vie a été fauchée dans le cadre de cette guerre face au Hamas. Mais Hadar Goldin avait dit une phrase et j'aimerais la partager avec vos auditeurs. Il avait dit tu as le choix, tu peux décider de t'occuper de toi ou tu peux décider de faire des grandes choses pour ton peuple. Lui avait fait ce choix de faire des grandes choses pour son peuple, et je crois que c'est un enseignement pour nous tous. On peut décider de vivre sa vie en se repliant sur soi-même, et on peut décider de consacrer une partie de sa vie tout au moins à sa communauté, à son peuple. Et voilà, si chacun de nous prend un peu de cet enseignement, alors on créera une communauté plus solidaire, plus forte, et un avenir pour le peuple juif plus radieux.
Bah super, merci pour cette conclusion. C'est la meilleure façon de rendre l'antenne et de dire merci à Daniel, merci à toute l'équipe de la Chavaya et à très bientôt, j'allais dire, en présentiel à Marseille pour une ou d'autres opérations. Bonne continuation, Hatzlacha, et à très bientôt sur la Radio Juive de Marseille.